Effectivité de la reprise des activités de la Comatex, compagnie malienne de textile. Avec ses ateliers qui tournent tous normalement, la direction générale rassure de pouvoir honorer toutes les commandes qui pleuvent déjà. ORTM Ségou a fait le constat pour nous. Cela fait 20 ans que Minata Mariko vend des beignets installés à Koulikoro. Elle propose ces beignets communément appelés fari à ses clients. Nombreux sont ceux qui viennent prendre leur petit déjeuner chez elle au quartier Commandant Nanko. Minata, la vendeuse de fari, un dossier signé Djemba Moussakounate. C'est demain que prendra fin la biennale artistique et culturelle à Mopti. Depuis le 6 juillet, nos équipes sont mobilisées pour la couverture. Elles vous proposent ce soir les prestations des troupes de Douanza et Kita. Et nous serons en direct avec Ibrahima Traoré depuis Mopti. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonsoir. Elle est effective la reprise des activités de la Comatex à Ségou. À ce jour, tous les ateliers à haut niveau de l'usine de la compagnie malienne de textile tournent normalement. Les travailleurs, dans leur grande majorité, sont présents et la direction générale, enthousiasmée par cet état de fait, rassure de pouvoir honorer toutes les commandes qui pleuvent déjà. Une équipe de ORTM Ségou était ce matin dans les ateliers de la Comatex. Suivant ce reportage signé Honoré Tienou et Karamoko Traoré. Loin un simple vacarme, ce grand bruit des machines est la résultante de la relance officielle des activités à la Comatex par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 13 juin dernier. L'usine reprend du service dans les ateliers de la filature, du tissage et du blanchissement. Des équipes se relaient de jour comme de nuit. On avait beaucoup d'appréhension avant ces jours-là, mais nous constatons heureusement que tout se passe normalement. Moi et mes collègues, mon équipe, nous avons fait un tour dans les ateliers. Nous avons vu l'ambiance avec laquelle les travailleurs sont venus et ils sont contents tous. Pour cette reprise effective des activités, les travailleurs sont dans un état de bonne humeur et d'espoir. Ça se passe très bien. Actuellement, les gens sont vraiment motivés. Tout le monde est présent. Il n'y a eu que quelques absents. Mais actuellement, vraiment, on est heureux avec l'ouverture et on espère que ça ira. Actuellement, il y a à peu près 95% de présents et le démarrage a été effectif à 100%. Un sentiment de fierté, d'orgueil. On est fiers de travailler et on veut faire plus que ça. C'est extraordinaire parce que vraiment, imaginez-vous, pendant 3 ans, des chefs de famille qui sont là tous les jours, il faut sortir pour trouver un petit quelque chose. Et officiellement, on a repris, on a même fait quelques petites productions. Vraiment, c'est extraordinaire. On ne fait que remercier tout le monde. À peine la reprise, des commandes pleuvent déjà. Depuis déjà, quand on a commencé la maintenance des équipements, nous avons commencé à recevoir des commandes. En termes de fil à tisser d'ailleurs, on a presque 1000 balles, plus de 1000 balles de commandes à notre disposition aujourd'hui. Le fil à tisser. Bon, le tissu imprimé, il y a des commandes, même si ce n'est pas très important comme on le croit, mais c'est le début. À ce jour, seuls les cas de maladie et de décès, et ceux-là qui auront déjà eu du travail ailleurs, ne répondent toujours pas à l'appel. Sinon, le travail a repris depuis. De la deuxième, nous allons dans la troisième région où le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est arrivé ce vendredi à Sikasso. L'objectif de la visite, rencontrer les leaders religieux et communautaires pour leur mobilisation, les remercier pour les mobilisations en faveur des initiatives de la transition. Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. C'est une visite du ministre en charge des Affaires religieuses pour remercier au nom du gouvernement les leaders religieux et l'ensemble de la population pour leur mobilisation en faveur des initiatives des plus hautes autorités. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et le premier ministre Dr Choguel Maïga, pour remercier l'ensemble des leaders religieux et coutumiers du Mali et particulièrement pour aujourd'hui des Sigasso. Le pays, lorsqu'il a besoin de ses fils et de ses filles, lorsqu'il répond favorablement à ses appels, il est d'un devoir pour le pays de redescendre pour donner
un remerciement à l'ensemble de la population et surtout chaque ministre à ce qui les concerne, à l'ensemble de ceux qui sont sous cette tutelle. C'est pour cela aujourd'hui, je suis à Sikasso. Parmi les sites choisis pour transmettre le message de remerciement des plus hautes autorités figurent les vestibules de Sikasso. Les notabilités apprécient la démarche à sa juste valeur. Nous sommes très satisfaits de la démarche du ministre. Il vient ici d'habitude, mais sa visite d'aujourd'hui est couplée aux remerciements. Nous apprécions la démarche et nous encourageons les autorités à continuer sur cette voie. Le ministre Koné doit porter le même message de remerciement à l'ensemble des confessions religieuses de Sikasso. Direction Ségou, le projet régional d'appui au pastoralisme PRAPS 2 soutient les activités génératrices de revenus au profit de 180 jeunes femmes et hommes. Grâce à un financement de la Banque mondiale et un appui du gouvernement malien, 45 millions de francs CFA seront répartis entre les bénéficiaires en vue d'améliorer la croissance économique des jeunes. Le projet compte toucher 5 millions de personnes au Mali. Reportage Jacques-Nil Dakuo et Issa Bar. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2 soutient les jeunes entrepreneurs évoluant à Ségou dans des micro-projets tels que l'élevage, l'aviculture, l'aquaculture, la transformation des produits laitiers. Ainsi, 180 jeunes, dont 80% de femmes, bénéficient chacun d'un montant de 250 000 francs CFA. Nous avons reçu une formation du PRAPS 2. Nous enseignons comment utiliser l'argent du projet. Faisons tout pour honorer la confiance placée en nous, en utilisant l'argent à bon escient. Cela permettra aux bailleurs de fonds de nous faire confiance et de financer d'autres projets. Mettez en tête que tous les 180 bénéficiaires seront suivis non seulement par les autorités de Ségou, mais aussi par le projet. Après 3 ans de mise en œuvre, nous serons là. Nous appelons tous les bénéficiaires, sans exception, et les demander de nous montrer réellement ce que vous avez fait de cet argent. Et si vous réussissez, c'est des milliers de personnes qui ont postulé, encouragent les bailleurs à vous octroyer plus de fonds. Les autorités ont salué cette initiative et ont remercié le PRAPS 2 pour son appui. Les 180 € bénéficiaires sont répartis entre les secteurs de Blanc, Baraouli, Nyono et Ségou pour un montant total de 45 millions de francs CFA, soit 250 000 francs CFA par bénéficiaire. C'est le lieu, donc, pour moi, de féliciter les heureux bénéficiaires pour le choix porté sur eux, un choix qui est fonction de leur courage et détermination. Cet appui au projet se situe dans le cadre du PRAPS 2, financé par la Banque mondiale à hauteur de 34 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Ici, à Bamako, les responsables de l'ONG internationale pour la consolidation de la paix, Interpeace, en collaboration avec l'ONG Aide au développement durable ADD, ont procédé au lancement du projet Voix des femmes, amplifier l'engagement citoyen et la voix des femmes, le rôle des femmes en tant qu'agentes de changement au Mali. Pour une durée de 2 ans, le projet intervient dans les régions de Mopti, Tombouctou et Bamako. Reportage Sokuna Kamisoko. Financé à hauteur de plus d'1,3 milliard de francs CFA, le projet Voix des femmes amplifier l'engagement citoyen et le rôle des femmes en tant qu'agentes de changement au Mali a été conçu pour renforcer l'engagement citoyen des femmes et leur rôle en tant qu'actrices de changement dans la bonne gouvernance et la consolidation de la paix au Mali. Le projet compte renforcer le développement institutionnel et renforcement organisationnel des femmes leaders de ces différentes localités citées, mais également les organisations de la société civile féminine. Nous avons initié des activités qui vont ou qui concourent à l'atteinte de ces objectifs. L'initiative du projet Voix des femmes est soutenue par l'Union européenne. Le projet Voix des femmes illustre parfaitement cette ambition de l'Union européenne aux côtés des populations maliennes et en collaboration avec les autorités. Et à ce titre, nous sommes très heureux de soutenir ce projet et toutes les parties prenantes qui y sont engagées.
et vous pouvez compter sur notre soutien tout au long de ce projet. Le projet Voix des femmes, amplifier l'engagement citoyen et le rôle des femmes en tant qu'agentes de changement au Mali, vient à point nommé car il répond parfaitement aux soucis des plus hautes autorités de la transition pour l'émergence d'un Mali nouveau. Je ne doute point que ce nouveau projet saura mieux structurer les OSC et associations féminines tout en leur octroyant des ressources techniques et opérationnelles suffisantes afin qu'elles inscrivent leur action dans la durée. C'est donc parti et bien parti pour 24 mois d'activités intenses, activités dont la finalité est d'obtenir un changement de comportement en vue de mettre les femmes dans leur rôle de stabilisateur et de développement socio-économique dans les régions de Mopti, Tombouctou et le district de Bamako. Nous ouvrons cette page dédiée à la Biennale par ce direct avec Ibrahima Traoré depuis Mopti. Bonsoir Ibrahima, à vous l'antenne. Bonsoir Salimata Daou, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mopti dans cette page spéciale biennale artistique et culturelle qui referme d'ailleurs ses portes demain après-midi au stade Barema Bokoum. En attendant, les compétitions se poursuivent ici. Ce soir, sur scène, deux troupes qui nous viennent des régions de Bougouni et de Taoudeni. Et la nuit dernière étaient face au jury les régions de Douanza et de Kita. Les temps forts de ces prestations avec Cheikh Fantamadine Diaye. C'est une troupe décomplexée de Douanza que le public de la salle de spectacle Souribamba découvre en cette 8e nuit de compétition de la Biennale artistique et culturelle. Un terroir riche de diversité que la troupe a pu faire étalage à travers orchestre, ensemble instrumental et danse traditionnelle. À travers ces disciplines, Douanza transmet des messages sur la situation actuelle du pays et invite à une prise de conscience pour un changement de comportement individuel et collectif. Je suis comblé, je suis satisfait. Il n'y a pas d'anciennes régions, il n'y a pas de nouvelles régions. Aujourd'hui, je peux dire qu'à partir de cette prestation, toutes les régions se valent et chaque région a sa place. Douanza a sa place à prendre et Douanza a une chance et je pense que vraiment nous pourrons en sortir honorés du classement à venir, Inch'Allah. Pour moi, c'est une très bonne soirée, vu le temps que nous avons fait pour préparer, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une biennale se prépare pendant 2 ans. Donc pendant 1 mois, si on a pu réaliser ça, c'est un grand effort. D'entrée de jeu, la troupe de Kita a affiché ses ambitions. L'orchestre fait sensation avec 2 morceaux. Dans son chœur de chant, où la troupe a fait monter sur scène près de 50 personnes, Kita a mis en distinction quelques traits qui caractérisent le Mali, dont le Sinankouya. Non à la mésentente, cultivons plutôt l'amour, la paix et l'entente pour un Mali meilleur. Voilà ce qu'a proposé la chanteuse de solo. Toutes les prestations étaient satisfaisantes. Eu égard à l'euphorie de la salle, mais aussi à l'engagement des jeunes. Et nous sommes ravis et vraiment très honorés. Et beaucoup de gens sont déjà inquiets ce soir, vous l'avez remarqué, et ce n'est pas pour rien. Et comme nous disons, la prestation de cette nuit nous a rassurés. La culture malinké dans toute sa diversité
La capitale de l'arachide a fait découvrir certaines réalités de son terroir que la modernité va difficilement remettre en cause. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent quand ils étaient partis à la campagne. Les autres mamans ont accompagné, ils ont donné des présents. Et l'autre, il était là. Tout le monde l'a abandonné. Dieu faisant les choses, il a respecté une vieille qui est dans notre tradition. Alors la fétiche qu'on lui a remise, en réalité, c'est de dire que ce pays-là est profond. Que ce pays-là garde assez de secrets. Qu'il faut aller dans le fin fond de ce pays. Alors pour connaître ce pays, si je suis dans ma mission, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Cette 8e nuit de compétition avec comme invité d'honneur le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière, resté jusqu'à 2 h du matin pour suivre les 2 prestations. Ce soir, je rappelle que ce sont les régions de Bougouni et de Taoudéni qui sont face au jury. Alors, pour l'instant, pas de chiffres officiels disponibles, mais ce qui est sûr, cette biennale a fortement contribué à booster l'économie locale. Quasiment tous les secteurs ont senti l'impact de ce rendez-vous culturel. On en sait davantage avec Mamari Kone. À la date du 15 juillet 2023, à un jour de la clôture de la Biennale artistique culturelle édition 2023, tous les hôtels de Sévaré et Mopti affichent complet. Cela n'était jamais arrivé depuis bientôt une décennie. Il a fallu donc ce rendez-vous culturel majeur de notre pays pour que la relance de la région de Mopti post-crise soit une réalité. Mopti, c'est surtout quelques filières, et essentiellement l'industrie touristique quand même, qui est l'une des filières prioritaires de développement de la région de Mopti. Alors, et tous les acteurs de ce secteur, c'est-à-dire à savoir le transport, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, en tout cas tous les métiers du service ont connu, n'est-ce pas, c'est un développement depuis le début de la Biennale, sans parler de tout ce qui est commerce. Avec l'événement de la Biennale, nous avons assisté vraiment à la renaissance, il faut le dire, de l'économie. Les hôteliers se frottent les mains. La Biennale a été une très grande occasion de nous propulser, franchement. La Biennale a eu un grand impact positif sur tous les hôtels. Au départ, tous les hôtels avaient été réquisitionnés et pratiquement la majeure partie, les 60 à 80% sont tous pleins. Franchement, on ne se plaint pas aujourd'hui. Justement, la relance post-crise était au centre du 7e panel organisé lors de cette biennale. Les 3 panélistes sont tous convaincus que la paix précède le développement. Le chef du bureau de l'UNESCO au Mali a salué les efforts consentis par les autorités dans le cadre du retour de la sécurité. Il a aussi réaffirmé la disponibilité de l'UNESCO à accompagner la région de Mopti. L'UNESCO accompagne sur la réhabilitation et la restauration des sites qui ont été endommagés lors des attaques des groupes extrémistes, avec le financement donc, de la fondation Alif, avec l'UNESCO de près de 1 million de dollars, qui permettent donc la réhabilitation et aussi la création d'activités génératrices de revenus pour les populations. Le président du conseil régional du patronat de Mopti a salué les Mopticiens pour leur résilience après avoir rappelé le contexte difficile dans lequel évolue le secteur privé. Pour la relance de l'économie, il prône tout simplement un plan Marshall. Les préalables indispensables à la relance économique sont un minimum de sécurité ambiante, l'accès à l'énergie, un appui conséquent aux entreprises, la formation professionnelle adéquate avec un accent particulier sur la transformation et l'industrialisation des matières premières issues des filières prioritaires de la région, créatrices de valeur ajoutée, d'emplois et génératrices de revenus. Pour sa part, le ministre en charge de la culture a fait l'état des lieux du patrimoine culturel dans la région de Mopti avant d'évoquer les perspectives. Il faut également la revitalisation de certaines pratiques culturelles, donc relevant du patrimoine immatériel. Je veux parler plus particulièrement de la revitalisation du Yaral Degal, qui est un élément essentiel du patrimoine culturel immatériel de la région de Mopti. Nous avons en perspective l'adoption d'une politique nationale du tourisme et de l'hôtellerie. Le ministre Guino a par ailleurs promis à la population de Mopti que le groupe électrogène offert par le président de la transition resteront bien à Mopti. Mopti qui réclame aussi l'industrialisation en vue de la mise en valeur des filières porteuses.
Cette biennale artistique et culturelle a drainé des milliers de visiteurs dans la région de Mopti, ce qui fait renaître ici l'espoir de relance de l'activité touristique. Les acteurs du domaine pensent surtout à promouvoir le tourisme domestique. Oui, Mopti a de quoi impressionner les Maliens, nous dit dans ce reportage Moïse Traoré. La région de Mopti est issue de la province des empires du Ghana, du Mali et du Songhai. Sur le plan du patrimoine culturel, on peut y noter la mosquée de Komogol 1 à Mopti et les sites historiques de Amdalaï. Au niveau du patrimoine culturel immatériel de l'humanité est inscrit le Yaral d'Egal, traversée du fleuve par le bétail. On est là à mettre les dispositions en cours pour pouvoir les relancer, pour que le tourisme puisse se reprendre. Il y a des sites qui s'appellent Conseil aux voyageurs qui ont mis rouge sur la carte du Mali, dans certaines zones ou même sur toute la carte. C'est ce qui déconseille aux voyageurs de venir. Donc cette diplomatie doit jouer un rôle prépondérant à ce que vraiment cette courelle puisse disparaître. De l'autre côté du Bani, on aperçoit le campement Bozo Massinadaga à moins d'1 kilomètre. À partir de cette berge, le voyage par Pinas à moteur se fait contre 50 000 francs par jour. L'embarcation de 20 places rallie Gao en 5 jours en partance pour Niamey au Niger. Quand les Maliens viennent, on diminue ça, c'est obligatoire parce que c'est nous. Le Bénin qu'on est en train de faire là, donc on a eu des gens qui jouent, même le gouvernement à prendre les pinasses en charge, on bouge, chaque jour on fait 2 ou 4 fois par jour, donc c'est quelque chose. Mopti et Sévaré totalisent 15 réceptifs hôteliers. La réduction des impôts et des frais d'électricité font partie des préoccupations des hôteliers. C'est à la portée des Maliens. Vu les conforts, par exemple les chambres simples, c'est à 25 000, y compris les petits déjeuners. Quelqu'un qui peut acheter un billet pour aller à Paris en vacances ou aller à Genève ou aller, à New York ou quelque part, en tout cas a les moyens de visiter avec le prix, n'est que le prix du billet seulement, tout le Mali. La région de Mopti compte 4 cercles, Djéné, Tenenkou, Youarou et Mopti. L'industrie du tourisme pourrait s'affirmer non seulement comme un facteur d'autonomisation économique, mais également comme un instrument de développement social et culturel. Mopti, une région touristique à visiter absolument. Alors, ici à Soudoubaba, personne n'est étranger. Comment est-ce que cette Venise malienne a vécu cet événement culturel? C'est une ville d'hospitalité par excellence, avec un brassage et une diversité culturelle exceptionnelle. C'est un constat de Oumar Maïga. La biennale artistique et culturelle a été annoncée dans la région de Mopti le 31 mars 2023. Souvenons-nous, il y a de cela 4 mois. Depuis, les populations étaient partagées entre l'incertitude et la certitude pour se l'approprier. Ce 6 juillet 2023, les populations de Mopti, les 19 régions administratives et les districts de Bamako à leur tête, les chefs du gouvernement, ont procédé à l'ouverture officielle au stade Barema Bokoum. Lorsque la biennale était annoncée dans notre région, on avait beaucoup de soucis, on avait beaucoup d'inquiétudes, parce qu'il y a beaucoup de l'insécurité était là. Le développement socio-économique aussi n'était pas à la hauteur, les infrastructures, tout. On avait beaucoup de soucis. Mais alhamdoulilah, je peux dire aujourd'hui, tous les défis presque ont été relevés. Au niveau des prestations, chaque troupe qui passait, chaque délégation qui fait passer sa troupe, on voyait vraiment comment la troupe était engagée, déterminée, et tout ça, c'est au nom de la cohésion sociale. Sauvegarder l'identité culturelle nationale à travers cette grande messe culturelle, les notables de la ville de Mopti l'ont traduit en actes concrets avec le Djatigia. Et chaque région a à son actif un Djatigi parmi les 11 quartiers de la ville de Mopti. Nous avons accueilli avec chaleur les 20 régions. Le Mopti bouge. Mopti a une très grande joie. On ne peut même pas exprimer. Il faut voir. Nous, quartier Komogel, nous avons reçu Bamako, nous avons reçu Menaka. Ils sont venus me remercier. Toute la population, tous les 20 régions sont venus nous remercier pour dire que Djatigala, ça s'est bien passé. Les villes de Mopti et de Sévaré vibrent au rythme et au son de la biennale artistique et culturelle. Les activités socio-économiques
sont ouverts. Pour nous, c'était un mirage d'organiser la biennale à Mopti, mais les autorités nous ont montré que tant qu'il y a la volonté, il y a le pouvoir. Ce n'était pas du tout jouable. Les gens avaient peur de l'attroupement à Mopti. Ça, c'est les Mopticiens eux-mêmes. Et les acteurs avaient peur de venir à Mopti. Et tout le monde avait peur de Mopti. Et les autorités ont montré au peuple malien et à la communauté internationale et au monde entier que partout au Mali, on peut vivre vraiment dans la sécurité compte tenu de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Donc pour vous dire que Mopti est en train de vivre en plein poumon 24 heures sur 24. La biennale au Mali a toujours été un grand facteur de rassemblement, un facteur de cohésion, surtout de la paix. Pour qui connaît Mopti, l'histoire de Mopti même, ça veut dire le rassemblement. C'est ça l'esprit de Mopti. C'est rassembler, c'est partager, vivre ensemble en communion. Et c'est pourquoi nous sommes une ville commerciale, une ville d'échange, surtout une ville d'hospitalité. Cette biennale permettra également à ceux qui pensaient qu'encore à Mopti, la tenue était encore impossible parce qu'ils ont vu à travers les médias que la tenue à Mopti, ça va aujourd'hui sur le plan sécuritaire. La biennale artistique et culturelle Mopti 2023 a révolutionné tous les secteurs de l'économie de la région. Mopti a brisé la glace de l'insécurité. À travers cette citation, à savoir, quand on veut aller vite, il faut aller seul. Quand on veut aller loin, il faut aller avec les autres. Mopti, avec les 19 régions et les districts de Bamako, a relevé les défis de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Cette édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle se tient dans la région de Mopti dans un contexte assez particulier. Sur toutes les lèvres, le défi organisationnel. Alors, toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de cet événement majeur national. Boubacar Sankaré est allé à la rencontre des organisateurs, suivant son reportage. Les dispositions prises pour la réussite de la Biennale artistique et culturelle ont été couronnées de succès selon les organisateurs. Pour eux, le défi de l'organisation a été relevé avec brio. Les participants sont arrivés ici à Mopti en bon ordre, en paix, en sécurité. Le séjour ici jusqu'au merci, je touche le bois. Se passe bien, la sécurité a assuré au niveau des sites d'accueil, des troupes, au niveau des sites des manifestations culturelles. Autre défi important qui a été relevé, c'est celui des infrastructures. Tout n'est pas parfait, mais vraiment les gens ont été mis dans le minimum de conditions de séjour et d'accueil ici à Mopti, en termes d'hébergement, en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'électricité, même l'assainissement sur ces sites. Pour le président de la Commission nationale d'organisation de la Biennale, il faut consolider les acquis de cette bonne organisation. La Biennale à Mopti, l'édition 2023, va au-delà du défi organisationnel. C'est tous les défis, c'est tous les pronostics qui ont été déjoués à travers l'organisation de cette Biennale. Et franchement, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des populations de la région de Mopti et l'ensemble des régions qui ont soutenu cette région meurtrie et qui a été stigmatisée pendant un bon moment. La Biennale a démontré que vraiment Mopti, c'est une région, c'est une population résiliente. Et la population s'est appropriée cette Biennale. Elle s'est grandement mobilisée pour soutenir toutes les activités de cette fête de la jeunesse malienne. Au cœur de ce dispositif organisationnel, la mairie de la commune urbaine de Mopti. Justement, nous avons avec nous son premier responsable, monsieur le maire Issa Kansaïa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-nous, à quelques heures de la clôture de cette biennale artistique et culturelle, quel sentiment vous anime en ce moment? Merci une fois de plus à leur thème de m'avoir donné l'occasion pour nous exprimer par rapport à l'événement qui se déroule actuellement à Mopti, à la veille même de la clôture de cet événement majeur dans la région de Mopti. Et le sentiment qui nous anime ce soir, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de devoir accompli, une mission exaltante qui aujourd'hui fait la fête de l'ensemble de la région de Mopti en particulier et du Mali en général. Donc nous sommes très ravis vraiment pour l'organisation de cette biennale dans la région de Mopti. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que cette biennale a apporté à votre commune? Cette biennale a apporté d'abord dans un premier temps la joie, l'épanouissement de la jeunesse autour de l'activité,
mais aussi l'économie. Tous les acteurs de développement économique ont senti cet élan, effervescence au niveau des activités génératives de revenus. Vous voyez, comme vous le savez, toute la ville est animée du matin au soir et avec toutes ces activités-là. Donc ce qu'il y avait aujourd'hui, avec toute cette crise qui nous entourait, aujourd'hui Mopti on peut dire Mopti est en train de vivre. La Biennale vous a apporté également l'électricité. Très bien, effectivement, c'est ça, mais pour nous aujourd'hui, l'électricité qui est aujourd'hui, qui était une denrée rare dans la région aujourd'hui, nous profitons de l'occasion déjà pour rendre hommage et féliciter les plus autorités du pays, là, au premier rang desquels le président colonel Assimi Goïta, pour quand même la promesse qu'il a eu à tenir auprès des populations. Et voilà, nous voilà aujourd'hui Mopti électrifié et en sécurité aussi. Nous l'avons dit, la clôture, c'est demain. Qu'envisagez-vous ou quel message avez-vous à lancer à cette population pour qu'elle participe massivement à cette cérémonie de clôture qui s'annonce assez belle, hein? C'est d'abord lancer un message à l'ensemble de la population d'abord, de sortir massivement pour quand même, comme on l'a fait pour l'ouverture, de sortir massivement aussi pour que nous fassions une belle fête pour la clôture et aussi accueillir nos différents invités différents invités de marque qui seront de la fête. Mais aussi remercier l'ensemble des chefs de village et des chefs de quartier qui nous ont accompagnés tout au long et qui ont eu à accompagner ces différentes délégations qui sont les Djatigui aujourd'hui dans la commune urbaine de Mopti. Remercier aussi le gouverneur de la région Mopti, mais aussi la commission régionale qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions, pour que cette fête puisse quand même être belle pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Je rappelle que vous êtes Issa Kansaï, maire de la commune urbaine de Mopti. En tout cas, grand merci et bonne continuation à demain, Inch'Allah. Alors, Salimata Daou, c'est ce qui met fin donc à cette page spéciale biennale artistique et culturelle ici à Mopti. Une biennale qui ferme ses portes demain. Une cérémonie à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur toutes nos plateformes digitales. À vous l'antenne et très bonne suite d'édition. Merci à vous, Ibrahima Traoré, et aussi à toutes nos équipes. Avant de boucler cette page, ce portrait, hier, nous vous parlions de Hamidou Maïga, photographe. Ce soir, nous parlons de lui en tant que musicien, acteur de la Biennale artistique et culturelle. Sa carrière débute dans la deuxième moitié des années 40. Aujourd'hui encore, et à 90 ans, Hamidou garde son talent de musicien. Il a reposé ses doigts sur sa guitare pour nous rappeler des moments de gloire des biennales artistiques et culturelles. Cheikh Marsangari. Tombouctuidje ou natif de Tombouctou, Hamidou Maïga a forgé son talent de musicien lors des biennales artistiques et culturelles. Sa passion pour la musique remonte à la période coloniale dans la cité du savoir. Vers 1945, lorsqu'il y avait le politique entre RDA et Fili Dabola, ils ont leur violoniste qui s'appelle Yehia Touré. Quand il vient avec son violon, je ne peux plus dormir, j'étais enfant. Son premier instrument joué fut le xylophone traditionnel appelé bidiga, un flinko-balani en miniature dont l'artiste garde encore un exemplaire en souvenir. 45, 46, 47, comme ça, ce bidiga-là est sorti à Tombouctou. Alors j'ai commencé à jouer bidiga. Là où je passe, on me demande de venir jouer et pour qu'il danse. Comme ça c'est un morceau. On l'appelle Agnou. Puis, lors de son séjour à Korianzié, en 5e région, Hamidou échange son bidiga contre un monocorde appelé Djurukele avant d'obtenir sa première guitare en 1959. Et voici sa toute première composition avec cet instrument. Début des années 60, le Mali est nouvellement indépendant et les autorités organisent les semaines nationales de la jeunesse. Hamidou devient alors un acteur clé de la région de Gao dont Tombouctou faisait partie à l'époque.
Face à la déperdition qu'il constate au sein de la jeunesse de Tombouctou en 1967, Hamidou compose dans la catégorie cœur de la Semaine nationale le titre Yéyé qui parle de l'éducation des jeunes. Danati safitere no dira kangare pantalo katakottuga danati safitere no dira kangare derbe wala katakot. Ça, il y a eu grand succès. Même les grands invitaient les troupes de venir leur chanter ça. Ça arrangeait beaucoup de choses pour les jeunes. Au même moment, il compose les titres à succès Onanichi Nini, arrêtez de parler, on travaille. Une composition que la région de Gao présentera à la première biennale artistique et culturelle, précisément le 15 juillet 1970. Tout comme lui, la biennale artistique et culturelle a été et reste le passage obligé des grandes voix de la culture malienne. Merci. Les doigts maintenant, c'est pas facile. Je l'annonçais dans le sommaire, à Koulikoro, au quartier Komandananko, Minata Mariko est une vendeuse de beignets hors pair. Elle a fait de la vente de ce type de beignets appelé fari une activité principale. Et ils sont nombreux les clients à venir acheter ou prendre leur petit déjeuner chez Minata pratiquement tous les matins. Minata exerce cette activité depuis près de 20 ans. Suivons ce dossier signé Djemba Moussa Konate. Mamadou Diallo et Hassan Traoré font partie des clients fidèles de la vendeuse de beignets Minata Mariko, dite Fari Minata, au quartier Plateau 3 de Koulikoro. Tout comme eux, beaucoup d'autres personnes viennent acheter le fari beignet à base du haricot chez Minata tous les jours pour leur petit déjeuner. Tous les matins, je viens prendre mon petit déjeuner chez Minata. Ma femme prépare le petit déjeuner, mais tant que je ne mange pas le fari de Minata, je ne suis pas à l'aise. Le haricot est un aliment très prisé dans notre milieu au regard de ses vertus. Donc, transformer les haricots en beignets n'est qu'une valeur ajoutée. Minata achète chaque semaine 50 kg de haricots qu'elle lave correctement avant de l'amener au moulin pour obtenir la farine pour en faire des beignets. Minata Mariko est connue au marché de la gare de Koulikoro pour tout son sérieux dans la préparation des beignets. Mon rapport avec Minata ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, elle achète du haricot chez moi pour en faire des beignets. Elle a commencé petit à petit et aujourd'hui, elle peut acheter 30 à 50 kilos de haricots pour son beignet. Aujourd'hui, Minata est une référence à Koulikoro. Du haut de ses 50 ans, Minata Mariko est originaire de Chobougou Falabada dans la commune de Sanso, cercle de Bougouni. Dans cette partie du Mali, le haricot fait partie des légumes les plus cultivés. C'est pour cela que notre Nyeleni du jour s'est beaucoup investi dans la transformation de ce produit. C'est Djeneba qui m'a encouragé à vendre le fari. Sinon, je vendais du bois de chauffe et du charbon. Nous avons commencé petit à petit et aujourd'hui, je peux vendre 5 kilos de haricots par jour. Plusieurs personnes consomment généralement le fari avec du pain, d'où cette appellation béton pour certains grands consommateurs de beignets. Selon les spécialistes, le haricot est une culture vivrière très riche en protéines. La consommation de beignets, c'est bien, c'est très bien, vu tous les ingrédients qui se trouvent dans le beignet. Surtout, c'est à base d'haricots. L'haricot, c'est très bon pour l'alimentation. Voilà, c'est riche en protéines, puis il y a beaucoup de fer dedans. Il encourage les gens à manger les aliments salés et non sucrés pendant le petit déjeuner. Bon, le matin, ce qui est recommandé le matin, c'est de prendre beaucoup d'énergie le matin, parce que généralement le matin, on commence la journée, il y a beaucoup de travail à effectuer, donc on doit prendre beaucoup de calories. Donc avec le beignet et puis le pain, généralement que les gens prennent,
Ça apporte beaucoup de calories à la personne. Je ne suis pas allée à l'école, mais je ne regrette pas parce que j'ai appris une activité à partir de laquelle je peux subvenir à mes besoins. Cette activité permet à Minata de se prendre en charge, de contribuer à la promotion de la chaîne de valeur haricot et à l'économie locale. Voilà, vous l'aurez compris, nous allons à présent parler sport. Bonsoir, Koji Sibi. Bonsoir, Salimata, bonsoir à tous. D'abord, une question. Vous aimez le fari, vous? Ah, j'aime bien. Bien, moi aussi. Alors, je reviens vers vous tout à l'heure. Ce communiqué, dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe nationale féminine joue les matchs du premier tour en aller-retour contre le Burkina Faso. À l'aller, les Aigles dames ont gagné par le score de 1-0 à Cotonou face à leur homologue du Burkina Faso. Le match retour est prévu pour le mardi 18 juillet 2023 à Bamako, au stade du 26 mars. C'est avec beaucoup de regrets que le département a constaté la diffusion d'une vidéo des joueuses de l'équipe nationale sur les réseaux sociaux dénonçant leurs mauvaises conditions de préparation et participation aux 10 éliminatoires. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, déplore cette situation et appelle au respect des principes d'éthique en matière de sport. Par ailleurs, il est important de rappeler que cette activité de la Fédération malienne de football n'était pas inscrite au programme des activités prioritaires au titre de l'année 2023 proposé par les fédérations nationales sportives. Malgré cet état de fait, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, après analyse, a décidé de prendre en charge l'hébergement et la restauration de l'équipe dans un hôtel de la place. La mise à disposition du stade du 26 mars pour les entraînements et le match officiel. Le ministre informe l'opinion nationale et internationale que le département s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre définitivement ces situations qui entachent l'image de notre pays et le moral de nos équipes. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. Cet autre communiqué, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, convie les présidents des fédérations nationales sportives et le comité national olympique et sportif du Mali à une réunion le lundi 17 juillet 2023 à 14h30 au cabinet du ministère. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, le ministre sait compter sur la présence effective de tous. Voilà, Koji, je reviens vers vous. Nous allons commencer par l'afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons. En Tunisie, les deux équipes du Mali frappent fort dans la compétition. Oui, Salimata, la preuve en tout cas, jusque-là, elles gagnent ces équipes-là dans cette compétition. Aujourd'hui, les moins de 16 ans, filles du Mali, logées dans le groupe B, et donc ont largement dominé le Rwanda, 108-24 après leur succès. La veille, 80-32 contre l'Angola. Et puis demain, donc, toujours au niveau des filles, le Mali sera face au Maroc à 10h30 GMT. Quant aux garçons du Mali, c'est dans le groupe A. Ils ont battu cet après-midi l'Angola 67-43. Auparavant, ils avaient gagné 76-72 contre le Rwanda et 72-49 face à la Côte d'Ivoire. Lundi, au compte des dernières rencontres de poule, le Mali jouera contre la Tunisie à partir de 18h GMT. Voilà, vous apercevez justement les équipes filles et garçons du Mali à cet afro-basket qui se joue en Tunisie. Voilà, pour le moment, très, très joli parcours de nos représentants dans cette compétition. On rappelle que et les filles et les garçons sont tous premiers pour l'instant de leurs poules respectives. Et puis, Salimata, en dehors de ça, on a le championnat du monde des moins de 19 ans qui se joue en Espagne. Alors, pour leur entrée en matière, les filles du Mali ont été battues par les États-Unis 85-66. Et demain, la deuxième rencontre est prévue
face au Taipei chinois. Voilà, ce sera donc à partir de 15h45. Football féminin à présent, le tournoi de montée en ligne a pris fin à Ségou. On connaît les équipes qui évolueront en première division la saison prochaine, Koji. Oui, Saramaya de Kati et Teria de San sont donc les deux clubs qui accéderont à l'élite la saison prochaine. Ces deux équipes ont dominé leurs poules respectives à l'issue d'un championnat aller simple. Le tournoi s'est déroulé notamment à Ségou sous le regard de notre envoyé spécial Assas Marie. C'est la Ligue de Ségou qui a été désignée pour abriter cette montée de 2-2 appelée Championnat national de Ligue 2 de football féminin. Dans cette troisième et dernière journée, l'AFIA Club de Tombouctou en jaune était face à l'AS Commune 3 de Bamako. Au stade Amarindaou, l'AS Commune 3 gagne par le minimum d'un but à 0. L'unique but de la partie est l'œuvre de Maïmouna Ndiaye à la 23e minute. Avec 3 victoires, 9 points, l'AS Saramaya de Kati est première dans la poule A, suivi de l'AS Commune 3 de Bamako, 3 points, le Lambersart de Kaï, 2 points, et l'Afia Club de Tombouctou, 1 point. Dans la poule B, le Terias de Sang prend la première place avec 6 points, devant l'AS Étoile de Bougouni, 3 points, et Veltare de Mopti, 0 points. Pour l'instant, l'AS Saramaya de Kati, représentante de la région de Kouloukourou, et le Teria de Sang, représentant la région de Ségou, sont en première division l'année prochaine, en attendant la commission de discipline de la FEMAFOOT qui tranchera sur les évocations. Koji Sibi, le centre de médecine des sports en partenariat avec le comité national olympique et sportif forme les médecins sportifs. Oui, l'objectif, Salamata, est de mettre en place un processus de suivi médical des athlètes maliens. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère en charge des sports. Voici le compte rendu de Daouda Kone. Mettre en place un processus de suivi médical des athlètes maliens, tel est l'objectif de cet atelier de réflexion sur la mise en œuvre d'un processus de suivi médical des athlètes. Il est co-organisé par le Centre de médecine des sports et le Comité national olympique et sportif du Mali, CENOSM. Les médecins des clubs et les agents du centre auront l'opportunité d'évaluer la situation médicale actuelle des athlètes. Ils analyseront les forces et les faiblesses du système de suivi médical afin de proposer des solutions adaptées et efficaces. Le sport est devenu une science. Pour avoir certaines performances, pour avoir des titres, il faut que les sportifs, les athlètes soient en bonne santé, soient en forme. Et il faut aussi un dispositif médical autour de ces sportifs pour un suivi constant de leur santé et pour qu'ils puissent pleinement jouer sur les pelouses, pour qu'ils puissent pleinement, en tout cas, compétir au plan national et au plan international. Au sortir de ces 2 jours de travaux, un plan de suivi médical sera élaboré. Ce plan, selon les organisateurs, sera un outil pour garantir la continuité des soins et la prévention des blessures chez les athlètes maliens, gage d'une bonne performance sportive. Voilà, pour boucler définitivement Salmata, on va juste rappeler, vous le disiez, en début donc de cette page de sport, en éliminatoire du tournoi de football des Jeux Olympiques, eh bien, les dames du Mali donc joueront un match retour, ce sera face au Burkina Faso, à l'aller 1-0 pour les nôtres. On espère bien qu'elles vont imiter les hommes qui sont déjà qualifiés pour le tournoi donc, des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et rappelez-nous la date. Le match, c'est mardi, au stade du 26 mars. Voilà, c'est ça. Merci, Koji Sivi. Merci. Ainsi prend fin cette édition. À demain, 20h, Inch'Allah. Merci et bonne suite du programme sur ORTM 1.